Rebonjour à tout le monde, je suis Pierre Goudiaby Atepa, je suis architecte. Je suis également le président du Club des investisseurs sénégalais. Et je me définis plus comme un architecte du développement que comme un architecte des bâtiments. Encore que, voilà. Merci. Sidi Khalifou, je suis entrepreneur dans le domaine de l'énergie et je suis président du Club des entrepreneurs de Mauritanie, qui est un club qui regroupe une soixantaine de PME en Mauritanie. Voilà, je vous remercie. Salam alaikum. C'est Ahmed Baya. Je dirige un groupe d'entreprises, notamment dans le secteur industriel, mais aussi d'autres secteurs. Et moi aussi, une autre casquette, c'est enseignant universitaire dans mes temps perdus. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Jana Hughes-Malinska. Je suis économiste dans la Banque mondiale. Et je suis aussi chargée du développement du secteur privé ici au Sénégal et dans la région. Merci. Merci, Jana. Ta présentation n'est pas encore prête, si? Bon. Donc, on passera la présentation après. Alors, donc, comme je l'avais dit auparavant, si Atepa, pour vous, quels sont les deux top défis que le secteur privé mauritanien, je dirais sénégalais, mais en même temps, si on peut penser plus large régionalement, vous en avez fait cas un peu tout à l'heure. À votre avis, quels sont les deux tops que nous devons adresser au plus vite? Mais je ne parlerai pas de deux. Le défi, je crois qu'il est un et unique. C'est vaincre la pauvreté, créer la richesse pour pouvoir développer nos pays. C'est ça le défi. Mais pour ça, encore une fois, il nous faut avoir de l'ambition. Et là, je parle un peu à nos amis de la Banque mondiale. Je pense que jusqu'à présent, vous avez été plus que timide dans l'accompagnement des économies de nos pays. Si nous continuons comme ça, dans 20 ans, on va se retrouver ici, je ne serai peut-être pas là, mais on sera au même niveau. Il faut changer les paradigmes pour que nous puissions aller de l'avant. Et le paradigme numéro 1, c'est que nous puissions comprendre que l'assistance, ce n'est pas ça qui va nous faire évoluer. Il nous faudrait réfléchir ensemble à comment nous pouvons utiliser nos ressources naturelles pour développer nos économies. Et pas être là derrière la Banque mondiale, derrière le FMI, derrière je ne sais qui, pour qu'ils nous disent ce que nous devons faire. La plupart de ces experts-là ne viennent pas ici pour voir quelles sont les réalités. Et encore une fois, ce n'est pas une flèche que je vous lance, hein, madame. C'est une petite provocation. Donc, moi, je pense encore une fois, madame la modératrice, qu'il faut qu'on voit grand. Le Sénégal et la Mauritanie, si nous mettons ensemble les ressources gazières et pétrolières dont nous disposons, rien que ces deux pays-là, nous pouvons développer toute l'Afrique. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Toute l'Afrique. Alors, commençons déjà par nous deux. Et je suis encore une fois heureux de cet échange, de ce forum, pour que nous voyions, notamment avec mon collègue, comment nous allons conjuguer nos efforts pour que nous puissions, encore une fois, enlever, éradiquer la pauvreté. Merci. Je vous remercie. Très bien noté le changement de paradigme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus en tant qu'Africains. Je reviendrai vers vous sur les leviers, de telle façon que ces fameuses ressources que nous avons puissent vraiment
être des vecteurs de réduction de la pauvreté. Mais nous en reparlerons. Président. Merci. C'est vrai que ce matin, il y a eu beaucoup de grandes réflexions et de grandes stratégies. Mais si on parle du secteur privé, et plus particulièrement des PME africaines, donc sénégalaises, mauritaniennes, je pense qu'aujourd'hui, il y a globalement deux défis majeurs. Le premier, c'est effectivement trouver ces champions-là, ces entrepreneurs champions. C'est un terme qui vient, mais que j'aime bien parce que ça dénote de beaucoup de choses, parce qu'il faut trouver des gens qui peuvent aller de l'avant et qui vont avoir l'ambition qu'on disait, que ce soit au niveau de l'investissement, au niveau de la capacité. Et d'ailleurs, bon, un des exemples, par exemple, de champions africains, c'est le promoteur d'Azalai. On est aujourd'hui dans cet hôtel, qui est un modèle de développement et qui n'a rien à envier au niveau des hôtels européens. C'est trouver, identifier, créer, former des champions entrepreneurs. Aujourd'hui, malheureusement, malgré tous les efforts, l'éducation, la formation, l'accompagnement, on n'est pas assez focus sur ça. Ça reste un élément fondamental d'identifier, et c'est l'élément clé, parce que je pense que sans la ressource humaine, il n'y aura pas de développement. Et la ressource humaine du secteur privé, c'est les entrepreneurs. Ce n'est pas les marchés publics, ce n'est pas la facilité publique, ce n'est pas forcément les crédits, mais c'est l'entrepreneur et la ressource humaine qui est fondamentale. Et parfois à partir de zéro et avec des faibles moyens. Là-dessus. Ça, c'est le premier peut-être défi majeur. Comment les former, comment les trouver, c'est que des questions par rapport à ça. Le deuxième, des ressources de financement adaptées, et particulièrement en capital. Comment trouver des ressources de financement? On parle beaucoup de financement du secteur privé, mais quand on est dans le secteur privé, on cherche, on n'en trouve pas adapté. Effectivement, il y a beaucoup de financements internationaux, on parle de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, c'est vrai que c'est bien, mais c'est très limité. Comme on l'a dit et quelqu'un l'a dit ce matin, on est quand même dans des secteurs informels, dans une majorité des PME, et c'est ça qui fera le développement des pays, et ceux-là n'ont pas accès à ces financements. Et je parle surtout du capital. Les crédits existent, mais il est très cher, et ça n'a jamais développé l'investissement. Le crédit devient un accompagnement. Je parle du capital, et malheureusement, nous avons effectivement, on peut dire entre guillemets, des riches en Afrique. Nous avons peut-être beaucoup de fonds internationaux, mais là on parle de fonds publics et d'investissements nationaux pour pouvoir avoir une facilité de développement des entreprises. Et c'est ainsi qu'on peut toucher les secteurs, mais sans cela on reste très limité, et surtout ceux qui n'ont pas de financement, parce que sinon on reste limité à une minorité de gens. Voilà deux défis majeurs, je pense pas. Donc pour résumer, donc la question des ressources humaines, donc avec les PME surtout, secteur privé, et le deuxième donc c'est l'accès au capital qui est insuffisant. Merci Monsieur Kadi. Alors, je me tourne vers vous. À votre avis. Salam alaikum. Tout d'abord, j'aimerais, je sais que ça a été dit plusieurs fois, mais j'aimerais le répéter quand même que je suis très content d'être dans mon deuxième pays, le Sénégal. Nous ne nous sentons pas étrangers quand nous sommes là, et c'est le cas aussi des Sénégalais en Mauritanie. Et ça, c'est une chose qu'on doit valoriser et qu'on doit mettre en avant, même dans les relations business. Parce que nous voyageons tous, et parfois dans des pays où nous ne nous sentons pas très à l'aise, nous sommes réticents, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Donc je tiens quand même à préciser ce point qui est très important. Je sais que ça a été mentionné plusieurs fois, mais c'est très important. Ce qui est bien de passer après beaucoup d'interventions, c'est qu'on a la tâche plus facile. Tout a été dit et on n'a pas à répéter. Pour répondre à la question de façon plus spécifique, moi j'ai entendu le ministre sénégalais tout à l'heure parler de local content et de charité bien ordonnée, enfin l'histoire. Donc moi je dis qu'il faut qu'on commence par nous-mêmes au niveau du secteur privé. C'est-à-dire, on entend souvent le consommer local. Le consommer local, moi je le défends beaucoup au niveau du secteur privé mauritanien,
C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec une entreprise étrangère, si une entreprise mauritanienne ou, pour le cas du Sénégal, sénégalaise, peut faire le même travail et très souvent à moindre coût, pourquoi on fait appel à une boîte étrangère? Et je ne parle pas d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, je parle des choses assez basiques. Et c'est une question, je pense, de confiance déjà aux entreprises, et je parle des petites entreprises, PME, start-up. Mon collègue, M. Sidi Khalifou, on est un peu l'une des structures du groupe que je dirige, est un incubateur de start-up. On a commencé à accompagner les start-up en Mauritanie depuis 2015, en partenariat avec des écoles, des universités. On a fait plusieurs programmes. Et effectivement, ce que vous aviez dit, c'est très vrai. L'accès au financement, c'est un très grand problème. Après, si vous mettez tout le monde sur la même table, chacun vous expliquera de façon très logique pourquoi il ne le fait pas. On est bien d'accord. Mais moi, j'avais proposé il y a plusieurs années, je vous avais dit, de créer un comité. Tout le monde est assis autour de la même table, secteur privé, banquier, organismes internationaux, et essayer de trouver une solution adaptée au pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas copier des modèles qui ont marché ailleurs et essayer de les appliquer dans un pays où la culture est différente, enfin tout est différent. Malheureusement, ça n'avait pas abouti à l'époque pour plusieurs raisons, mais ça se comprend, ça se comprend. Les banquiers ont leur raison. C'est un marché très risqué et aussi très petit, donc il faut. Donc ça, c'est l'un des points, je pense, très importants. Il y a aussi le recrutement des compétences locales. Moi, je pense qu'en Mauritanie, comme au Sénégal d'ailleurs, les compétences ne manquent pas. Vous le voyez tous les jours. Les jeunes sont très bien formés. Ils manquent parfois d'expérience, mais ils sont très bien formés. Il faut aussi leur faire confiance, comme j'avais dit, pour les startups et les PME. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue il y a plusieurs années au niveau d'une installation. J'avais un jeune ingénieur qui venait d'avoir son diplôme, je pense, en Algérie, et qui est très bien d'ailleurs, très bien formé. Et il vient me voir pour me dire qu'il va aller à Dakar pour faire son visa canadien, qu'il va aller immigrer au Canada. Et je lui explique, enfin je lui demande c'est quoi les vraies raisons de sa décision d'aller au Canada. Il me dit aucune visibilité. C'était sa réponse. Et j'étais très gêné parce que je suis son employeur et effectivement il n'avait aucune visibilité. Il est là, il a son salaire à la fin du mois, mais il ne sait pas où est-ce qu'il sera dans plusieurs années. Et je lui dis c'est très simple. Ton directeur technique, qui est un expat en passant, qui n'est pas mauritanien, tu peux être à sa place dans quelques années. Mais tu dois faire tes preuves. C'est-à-dire que le gars, il a 15 à 20 ans d'expérience et tu ne vas pas le remplacer du jour au lendemain. Donc, long story short, comme disent les Anglais, 7 ans plus tard, il l'a remplacé. Et il n'est pas allé au Canada. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer d'inculquer en Afrique, qu'on peut réussir localement sans partir à l'étranger. Et je ne parle pas des discours, je parle d'actes concrets. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes aient une visibilité sur le moyen et long terme. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut faire confiance aux compétences locales parce que le potentiel est là. Les jeunes, quand vous les voyez, vous savez tout de suite qu'ils veulent réussir. La volonté est là, mais il faut leur faire confiance et il faut surtout les valoriser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer un ingénieur mauritanien ou sénégalais le 1/10 d'un salaire du même ingénieur qui vient de l'étranger parce qu'il a un passeport étranger. Ça, c'est quelque chose, on le vit, on le sait, c'est peut-être un peu tabou, mais il faut en parler. Il faut en parler et c'est l'un des défis, je pense. C'était 2 défis. D'accord. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur certains points que
Nos collègues tout à l'heure ont couvert les partenariats public-privé PPP. Les partenariats public-privé PPP, le problème des infrastructures, ça on le sait tous, on ne va pas revenir là-dessus. Je me permets quand même de parler d'un dernier secteur que je n'ai vu personne, les gens parlent de mines, d'agriculture, pêche et tout ça, c'est normal, c'est les grands secteurs. Mais il y a un domaine qui me tient à cœur parce que c'est d'ailleurs l'une des activités du groupe, c'est le domaine du sport, l'industrie du sport comme on l'appelle, et qui a un potentiel énorme en Afrique, mais qui est négligé souvent. Et je ne le dis pas parce que je suis président d'un club de football, je le pense vraiment. L'industrie du sport, c'est un domaine qui a un fort potentiel en Afrique, s'il est fait correctement et développé de façon correcte. Je pense que le Sénégal ont des exemples de réussite d'académie de football très réussis. La Mauritanie, on est sur une bonne voie, mais en tout cas, le sport de façon générale, pas forcément le football, parce qu'en parlant d'inclusion, justement, c'est les jeunes, c'est les formateurs, c'est beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup de gens, c'est des familles derrière. Ça peut être des structures très bénéfiques qui font, on va dire, parce qu'après tout, il faut faire de l'argent à moyen et long terme, mais il faut investir, ça demande des investissements. Et ce n'est pas seulement les jeunes, parce que les gens ne voient que les jeunes qui sont dans le sport, c'est les gens derrière. C'est-à-dire c'est les éducateurs, c'est les formateurs, c'est les structures derrière. Et j'en profite pour inviter mes collègues du secteur privé à y croire et à y investir parce que nous, on a du mal, la Mauritanie, à les convaincre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Baya. Et, très belle initiative. J'expliquais que j'avais rencontré une jeune fille de 23 ans qui m'expliquait qu'elle était dans l'industrie du sport. Et puis, alors, sport et technologie. Bon, comprenez que moi, mes enfants ont le même âge, moi je ne comprenais pas du tout de quoi elle parlait. Je dis, ah, le sport aussi, c'est une carrière maintenant pour les jeunes dames. Et c'est elle qui m'a expliqué donc toute la chaîne de valeur derrière le sport. Et je suis d'accord, il faut vraiment encourager les jeunes aussi à regarder dans ce secteur-là. Merci, Monsieur Bayet. Vous avez parlé de confiance et puis de compétences locales et puis de homegrown, comme on dit en anglais, homegrown. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais des solutions qui nous sont propres, ce qui rejoint ce que M. Atepa et M. Piadi disaient, qu'on a besoin de solutions qui sont pensées par nous, qui sont non seulement pensées par nous, mises en œuvre par nous-mêmes. Je pense que c'est important, évidemment, avec toutes les différences, avec l'appui, évidemment, de ceux qui veulent bien aider les pays, mais également aussi en s'inspirant, hein, faut pas tout à fait faut pas tout à fait réinventer la roue. Ça a été fait peut-être quelque part, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Donc, vraiment très bien noté. Alors, il y a une chose qui, moi, me préoccupe un peu, parce que dans les deux pays, et vous l'avez tous noté, on dit qu'on a d'immenses ressources, d'immenses potentialités. Mais on a nos populations qui demeurent à peu près 30% dans chacun des pays qui est en dessous du seuil de pauvreté. On a du mal à décoller. Ça s'améliore. Mais est-ce qu'on peut avoir un outlook dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Comment nous pensons que nous allons évoluer et quelles sont, de façon économique, les vraies raisons qui nous font espérer? Alors, Diana, j'espère que tu vas un peu parler de ça, parce qu'on a besoin d'espoir pour tout le monde ici, mais également pour les jeunes. On ne va pas parler que de défis, mais il y a aussi des opportunités, mais avoir l'état des lieux un peu économique est très important, comme je l'avais mentionné. Donc, Diana, je te passe la parole. Bonjour. Donc, je suis là au nom de la Banque mondiale et notre département d'économie. On a préparé quelques slides qu'on a voulu partager. Je ne sais pas si c'est possible de les déjà projeter. C'est bon. Voilà.
Donc, on a décidé de vous parler aujourd'hui du secteur privé comme le moteur de croissance et de création d'emplois au Sénégal. Je suis basée ici depuis 2 ans et je suis toujours très inspirée par les jeunes, par les gens qui réussissent à exporter les produits. On voit que le slide prochain, s'il vous plaît. Je vais un peu parler des constats, des évolutions récentes pour nous donner l'encadrement pour notre débat. Et après, je vais vous parler un peu des défis. C'était la question. Donc, nous en avons 4 groupes de défis principaux. Et puis, un peu des opportunités. Comment on les voit là, surtout à court terme. Le slide prochain, merci. Donc, la croissance tirée par le secteur privé joue un rôle essentiel. C'est le secteur privé qui nous donne de l'espoir parce qu'il peut être le moteur de la création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Au Sénégal, on a un souci parce qu'il nous faut de bonnes entreprises pour avoir de bons emplois. Le secteur formel est très petit. Il est extrêmement petit. Je vais vous montrer des slides. Et ce secteur formel qui est tellement petit n'arrive pas à apporter des emplois de qualité. Et c'est au niveau de politique où il faut vraiment promouvoir et on peut jouer le rôle pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation. Le slide prochain est, je vais aller très vite, mais c'est pour vous donner quelques chiffres. Quel est le problème? Donc, le Sénégal, il y a une population très jeune, ça se voit dans les rues. 75% de la population a moins de 35 ans. Le slide prochain, je vais aller vite pour que vous voyez le souci. Donc, si vous regardez ici, vous ne voyez pas le dernier chiffre. Donc, il y a plus de 300 jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Voilà, le slide prochain. Dans les années à venir, ce sera même plus. Et ce qu'on voit, c'est les emplois aujourd'hui, il y en a très peu qui sont créés. Et parmi ces emplois qui sont créés, seulement 8% des emplois sont créés par le secteur privé. C'est-à-dire que 90% des emplois sont informels. Si vous regardez le secteur privé au Sénégal, il y a seulement 1% des entrepreneurs qui ont plus de 5 employés. C'est trop peu. Il faut mobiliser le secteur privé. Il faut le faire agir pour créer des emplois. Le slide prochain. Les emplois informels sont encore plus nombreux parmi les jeunes. Si vous regardez les chiffres, aujourd'hui, presque 90-95% des jeunes travaillent dans les informels. C'est surtout les jeunes qui ne trouvent pas les emplois formels de qualité. Il y en a aussi beaucoup parmi les femmes et les personnes qui n'ont pas d'éducation. Mais les jeunes souffrent le plus. Le prochain slide. Et il y a une chose qui se passe. Parce que le secteur privé est tellement informel, on voit que la productivité du travail et tous les facteurs de production est en baisse. Donc on est dans un cycle vicieux où le secteur privé est informel et tous les employés d'informel ne créent pas assez de PIB par employé. Ils n'ont pas accès aux opportunités, au financement. Ils ne peuvent pas prendre des prêts, ils n'ont pas accès au crédit, ils n'arrivent pas aussi à accéder à des services du gouvernement. Donc vous avez 90% de l'économie qui n'a pas l'accès à l'assistance publique presque et des banques. Et si on veut vraiment changer ce cycle, si on voit que le secteur privé se formalise, ils peuvent commencer à améliorer la productivité du travail. Le prochain slide, c'est le dernier slide du côté de l'économie de notre département, entreprise. Et finalement, il faut évaluer et il faut avoir des résultats mesurables. Le prochain slide. On a déjà parcouru toutes ces options de réforme à court et moyen terme. On est en train de travailler avec le gouvernement sur plusieurs réformes et on est là pour soutenir le gouvernement dans les efforts, surtout dans les clusters des investissements, y compris le code d'investissement et le développement de start-up. On est d'accord qu'il y a des opportunités. Le prochain slide. Il y a des pistes à réforme à long terme, dont par exemple l'intégration régionale.
Donc, je vous remercie, je vous salue et je vous félicite pour ce forum, parce que vraiment, c'est là où les opportunités peuvent se trouver dans la collaboration. Merci beaucoup. Merci, Jenna. Il y a une des pages de la présentation qui m'a un peu parlé, parce que quand on regarde les défis que le secteur privé mauritanien et sénégalais a, moi je pense que vraiment tout le secteur privé ici, applaudissez-vous vous-même. Parce que honnêtement, avoir tous ces défis et pouvoir faire ce que vous faites dans vos deux pays, je pense que c'est vraiment très louable. Félicitations à vous. Ouais. Pardon? Franchement. Non, franchement, bravo à vous. Oui, donc c'est vraiment félicitations à vous et vraiment très bonne continuation. On a un autre participant qui vient d'arriver. Nous étions en train de se présenter très brièvement, dire quels sont les défis et Jana a déjà commencé un peu quelles sont les pistes de réforme que nous pourrons avoir. Donc très rapidement, votre contribution. Merci beaucoup. Je m'excuse, je faisais partie du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, donc je n'ai pas pu assister au début de ce panel. Je me réjouis de participer à ce panel et espérer que toutes les attentes des secteurs privés sénégalais et mauritaniens seront satisfaites. Je voudrais très brièvement parler en tant que membre du secteur privé et peut-être faire part des difficultés, des contraintes que nous avons pour le développement de ce secteur privé et son intégration avec les autres secteurs privés de la sous-région. Moi, je suis agro-industriel, agro-business aussi, et nous définissons toujours le secteur privé comme le moteur du développement, c'est vrai, parce que nous sommes les institutions qui créons de la valeur ajoutée. Et qui dit valeur ajoutée dit création d'emplois, mais aussi pourvoyeur de recettes fiscales pour nos États respectifs. Par contre, nous avons des contraintes que j'ai l'habitude de résumer en 6F. Et cette fois-ci, je vais ajouter un 7e F, notamment le foncier. Nous savons tous que les contraintes principales que nous avons, que ce soit dans l'agro-industrie ou dans l'agribusiness, c'est l'accès au foncier qui pose d'énormes problèmes. Donc, une nécessité de réforme fiscale enclenchée, mais qui tarde à faire, en tout cas, prévaloir ses résultats. Le deuxième, c'est la fiscalité. On n'en parlera jamais assez. Nous sommes dans des pays où nous avons une fiscalité plus budgétaire qu'économique. Donc, la logique, disons, de la réglementation fiscale doit être revue pour nous permettre, en tout cas, nous sommes souvent dans des phases où l'État taxe plus l'investissement que l'exploitation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui veut dire qu'on a des contraintes au démarrage de l'activité, alors que la fiscalité devrait être une résultante des résultats que l'entreprise a engagés. La formalisation des entreprises, nous parlons souvent du secteur privé en général et on ne sait pas de quel secteur privé on parle en réalité. Est-ce que c'est le secteur privé utile ou bien le secteur privé qu'il faut rendre utile? Quand je parle du secteur qu'il faut rendre utile, c'est un secteur privé souvent informel qui échappe à la fiscalité et donc une concentration de la fiscalité sur un secteur privé dit utile. Le 4e F, le financement. Nous n'en parlerons jamais assez avec les différentes contraintes de financement, à la création de l'entreprise, à sa croissance, à son accompagnement, mais surtout lorsque l'entreprise est confrontée à des difficultés. Un autre F, j'ai parlé de la formalisation, j'ai parlé de la fiscalité, du foncier, de la formation. La formation, aujourd'hui, nous avons des contraintes et c'est le lieu de le dire, dans le cadre de l'intégration entre les deux pays, nous sommes on parle beaucoup de contenu local, mais la principale contrainte aujourd'hui, c'est la formation des acteurs, donc le développement de notre capital humain.
il va falloir qu'on puisse voir dans quelle mesure mutualiser nos efforts. Aujourd'hui, le Sénégal a un institut du gaz et du pétrole. La Mauritanie peut-être n'en a pas encore. Il faut voir dans quelle mesure, voir l'intégration de ces filières. Un cinquième F, je vais voir mes notes. J'ai parlé du financement, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé du fuel. Le fuel, c'est l'énergie, que ce soit l'énergie en termes de carburant, mais aussi l'électricité. Nous sommes, c'est vrai, dans un contexte gaz-pétrole, mais le gaz to power n'est pas encore opérationnel et il va falloir beaucoup y travailler pour arriver en tout cas à revoir les coûts du pétrole, les coûts du fuel qui constituent des contraintes majeures pour nous agro-industriels. Je disais que j'ajouterais un septième F pour nous, Sénégalo-Mauritaniens, c'est le franc, la contrainte de la monnaie. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur les problèmes de convertibilité entre nos bonnes monnaies et rattraper un peu disons, la problématique de la double convertibilité. Aujourd'hui, nous sommes à un fleuve près, mais nous avons Orange Money, nous avons des solutions numériques qui nous permettent d'avoir 1%, parfois moins de 1% de frais, mais nous sommes obligés de passer par des banques où on risque d'aller jusqu'à 10% de frais parfois. Donc voilà un peu, si je peux m'exprimer, faire un résumé de ma contribution sur les contraintes que nous avons en tant que secteur privé. Et je dis souvent que le fleuve nous sépare, mais il doit être non pas une barrière, mais un lien entre les deux communautés. Et le secteur privé en a besoin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. On me dit qu'on a à peine 10 minutes qui restent. Ce n'est pas assez pour notre discussion. Mais bon, on va essayer de faire beaucoup plus vite. Il y a 4 grands groupes, hein, d'après nos discussions. L'accès au financement, la réglementation juridique et administrative et les lourdeurs administratives, les infrastructures, eau, électricité, routes et ports, les transports, et puis le capital humain. Je pense que c'est les 4 gros un peu buckets que nous avons identifiés. Monsieur Atepa, si on prend la route de l'acier, la route de l'acier et de l'aluminium, les routes en plus. Alors, concept très très intéressant effectivement. Est-ce que vous pouvez me dire 2 choses qui puissent permettre de la mettre en œuvre dans les 5 prochaines années? Bien, la très bonne nouvelle, c'est que nous avons pratiquement commencé la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous avons 1800 hectares de terre disponibles. Nous avons également déjà l'accord de principe de 3 pays et l'occasion faisant le larron, nous souhaitons qu'à la fin de ce forum, que la Mauritanie puisse accepter le principe de rejoindre ce que nous avons appelé la nouvelle alliance africaine de l'acier et de l'aluminium. L'autre bonne nouvelle, c'est que, vous savez, il faut toujours, on est à l'heure de l'intelligence artificielle. Il faut donc réfléchir autrement. Si vous pensez que c'est par les canaux usuels, ce qu'on connaît, aller dans les banques, machin, qu'on va régler ce problème-là, c'est pas possible. Nous parlons, encore une fois, vous pouvez prendre vos calculettes, de 20 milliards de dollars dans les 15 ans à venir. Mais qu'est-ce que nous disons pour régler le problème du financement parce qu'il est important? Nous souhaitons que, pour prendre l'exemple qui nous réunit aujourd'hui, que les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie décident que le secteur privé mauritanien et sénégalais, que nous allons avoir le gaz de la Mauritanie et du Sénégal à un taux
incitatif pour que les investisseurs qui vont venir puissent savoir que nous, privés, sénégalais et mauritaniens, nous ne venons pas les mains vides. Nos gouvernements, conscients du fait que la transformation des matières premières que nous avons et de nos autres pays environnants, je donne un exemple de la Sierra Leone où nous travaillons actuellement, nous n'avons que 750 millions de tonnes de minerai de fer. Une seule mine en Sierra Leone à 12,8 milliards de tonnes. Si le gouvernement sénégalais, et quand vous allez rejoindre l'Alliance mauritanien, dit aux investisseurs sénégalais et mauritaniens, le gaz, actuellement, allez sur Internet, il est à peu près 1,25 € le mètre cube. Nous, si vous nous promettez que vous allez transformer les matières premières et sortir le fer à la fin, nous allons vous faire le gaz à 0,25 €. Parce qu'à la fin, tout ce qu'ils auront perdu, l'euro qu'ils ont perdu, ils vont le récupérer 10 ou 15 ou 20 fois. C'est très clair. Deuxièmement, vis-à-vis des partenaires, nous leur disons également, écoutez, nous allons faire notre affaire de la matière première, nous les opérateurs, et de l'énergie. Tout ce que nous vous demandons, c'est le transfert de technologie et le know-how. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons faire des coventures où nous avons au moins 60% parce que nous amenons la matière première et nous amenons l'énergie. Et à la fin, le résultat, on peut se le partager en notre faveur. Il y a d'autres choses que nous pouvons dire. Je vois que... Oui, mais le temps, mais écoutez, moi je préfère même qu'on ne déjeune pas, mais qu'on parle de ces choses-là qui sont sérieuses. Vous comprenez? Je comprends le protocole, etc. Mais quand on parle de régler le problème des jeunes qui n'ont plus le travail, moi je suis même prêt qu'on ne déjeune pas. Alors, donc, je suis désolé, mais... Non, ces choses-là sont importantes. Et je disais à mes membres, dont certains sont là, que si vous pensez que nous, privés sénégalais, on peut mettre 20 milliards, 30 milliards quelque part pour aider au développement de notre pays, vous vous trompez. Quand BP peut faire un chèque de 1 milliard de dollars ou de 250 milliards de dollars, vous représentez quoi? Zéro. Par contre, si nous travaillons sur les stratégies de développement, si nous travaillons sur les grands concepts que nous pouvons exécuter, encore une fois, permettez-moi de revenir sur ces routes de l'acier et de l'aluminium, parce que pour moi, c'est fondamental. La bauxite est à 600 km, elle fait 30 000 km. 15 000 pour aller à Dubaï, 15 000 pour revenir. Le fer est à 800 km. En Mauritanie, le fer, il est là. Il fait parfois 18 000 km pour aller en Chine. Il est là. L'énergie est là. Bon sang. C'est ça qui va nous sortir de la pauvreté. Les 10 millions, 20 millions de la Banque mondiale, excusez-moi, il faut continuer à les donner, hein, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je suis désolé. Merci, Président. Monsieur Baya, on me dit 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, il n'y a pas de problème, je vais aller vite. Je vais aller dans le même sens. Je crois que, comme l'a dit effectivement mon voisin, le leadership en fait, des administrations publiques est très important dans ce contexte aussi. Je ne pense pas que le secteur privé est capable de régler les choses tout seul, mais le leadership de l'administration et du gouvernement est important.
Je prends deux secteurs qui sont essentiels. Par exemple, l'accès à l'énergie aujourd'hui est une contrainte majeure. Je ne parle pas du gaz, je parle même d'électricité simple. L'électricité de tous les jours est une grosse contrainte dans tous les pays, alors que nous avons toutes les ressources et nous avons la capacité de le faire. Et c'est juste un problème de réforme et de capacité d'investissement, alors qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui le font. Ça, c'est la première des choses à régler par le gouvernement pour aider les entreprises à régler les problèmes et à les répondre rapidement par rapport à ça. Le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure comme défi, c'est le financement. Nous avons besoin que le gouvernement risque et dérisque les secteurs privés. On ne peut pas se limiter aujourd'hui au investissement en disant les banques, parce que les banques ne peuvent pas prendre ces risques-là. Mais si on veut développer un secteur privé compétitif, il faut aussi que le gouvernement mette l'argent et crée des fonds d'investissement, appuie, met des fonds de garantie. Ça commence, mais c'est très timide, c'est très limité. Des fonds de garantie, des fonds d'investissement pour que le secteur privé puisse en profiter. Et dérisquer tous les investissements par rapport à ça. Ça, c'est déjà deux éléments essentiels si on arrive à les faire. Bien entendu, le secteur privé aussi doit se remettre en cause. Et ça, je l'ai dit parce qu'on doit aussi faire notre problème. Beaucoup d'entreprises doivent être mieux structurées, mieux certifiées, mieux capables, parce que nous avons aussi un secteur privé qui parfois est très timide et très regardant qu'est-ce que je peux gagner avec l'État, mais il ne se retourne pas vers lui-même. Il faut aussi que lui soit capable de se remettre en cause, d'investir et de structurer et de former ces entreprises, et de recruter et de former des jeunes, parce qu'on en parle aussi, et avoir confiance en l'avenir et ne pas être limité seulement à des opportunités de dire qu'est-ce que j'aimais pour le mettre à gauche ou à droite. Ça aussi, c'est important. Merci. Merci, M. Khalifou. Plutôt, je me tourne vers M. Baya. Et voilà, exactement. Je n'ai rien contre mon compatriote, mais M. Baya, c'était moi, c'était pas lui. Donc moi, en tant que bon commerçant mauritanien, je vais vous prêter les minutes que j'ai, vous allez me rembourser à la prochaine édition. Rapidement, je pense que les solutions sont dans les problèmes. Je parlais tout à l'heure de la confiance aux entreprises locales et aux potentiels et compétences locales. Je pense qu'en tant qu'acteur du secteur privé, on doit faire confiance, et pas seulement en le disant, mais en le faisant. Par exemple, même au niveau du domaine de l'informatique et IT de façon générale, il faut faire confiance aux entreprises locales qui font un boulot parfois meilleur que quelqu'un qui vient. Et pour le deuxième point, c'est la justice. Je vois que personne n'a parlé de la justice et c'est un point très important dans le domaine des affaires. Et je vous dois 30 minutes pour la prochaine fois. Non, moi je pense qu'on a tout mentionné, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf peut-être on est prêt de vraiment travailler avec vous. On vient de commencer, j'ai déjà mentionné, on a commencé un nouveau programme pour le résultat avec le gouvernement du Sénégal. Le programme est de 125 millions de dollars. La différence, c'est que c'est un programme qui soutient le programme développé entièrement par le gouvernement. On utilise des procédures du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui a développé le programme PASS et c'est nous, comme les bailleurs, qui apportent du financement. Parmi les activités, on vient de créer le fonds d'OIAS. Je suis très fière parce que ce sera le premier FOIAS d'equity financing pour les PME. Il est le premier, il vient de lancer. Donc, on est là prêt de faire plus et on vit au Dakar. On est là. Merci. Oui, moi je vais conclure peut-être en parlant des champions nationaux. On en parle beaucoup pour l'émergence de champions nationaux, mais on ne sait pas toujours comment les propulser. Je suis un agro-industriel qui achète 40% de ma matière première au Sénégal, 60% en Chine, principalement, alors que j'ai la Mauritanie à côté qui peut me faire des terres. J'achète la tomate dans la vallée, mais il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, il faut, pour promouvoir des champions nationaux, il faut mettre en place des schémas où on permet à ces entreprises de pouvoir engranger de la matière première localement au lieu de la prendre à l'étranger. Deuxième point, peut-être, on parle de l'intervention de l'État, c'est l'interventionnisme en matière d'infrastructure pour donner des marchés aux Sénégalais et aux Mauritaniens. Merci.